Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 194 avec un épisode long format en la présence d'un invité que je vais vous présenter après quelques actualités personnel suite à ma semaine écoulée avec ma participation aux 20 km de Paris qui fera l'objet d'un petit épisode bonus que je vous livrerai dès la semaine prochaine. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur cette course, sur ma préparation, sur son déroulement. J'ai passé un agréable week-end sur Paris et je remercie en cela Fred pour tout ce qu'il a pu mettre en place pour que cela puisse être possible pour moi. Le chrono à l'arrivée est satisfaisant. Il faisait beau, il y avait de nombreuses personnes que j'ai pu croiser, invités du podcast, des auditeurs, des personnes que je souhaite peut-être avoir sur le podcast également. Bref, je vous en dirai plus dans cette petite capsule et je vous remercie pour tous vos messages suite à cette aventure parisienne qui n'était pas prévue au programme et qui finalement, sans pression, s'est plutôt bien déroulée. Connaissez-vous le Marathon des Sables ? De l'extérieur, cette course un peu extrême peut faire peur. C'est 250 km en plein désert, en autosuffisance alimentaire. Certes, mais ce Marathon des Sables, c'est avant tout une aventure humaine vécue en 2009 par Cyril Gauthier, mon invité du jour. Et ce périple dans le désert a littéralement changé sa vie. Il en est même tombé amoureux. Tout d'abord en tant qu'actionnaire, puis en tant que padawan dans l'organisation de la course, dans les pas de Patrick et Marie Bauer, les fondateurs de ce Marathon des Sables. Ce couple d'organisateurs a décidé de passer la main pour se recentrer sur des activités associatives toujours en lien avec le Maroc et le Marathon des Sables, et c'est désormais Cyril qui est aux manettes en tant que directeur de la course. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'envers du décor de ce Marathon des Sables, de l'organisation, de la logistique, des parcours. Cyril va nous transmettre avec émotion des anecdotes fortes de sa participation à de nombreuses éditions. Il est d'ailleurs à l'origine de la création d'un format plus accessible, le Half Marathon des Sables, avec des destinations qui raviront les amateurs d'exotisme et de découverte, la Namibie, la Cappadoce, le Pérou, la Jordanie, l'Égypte ou encore les Canaries. Alors je te remercie Cyril d'avoir pris du temps à quelques heures de l'édition du Marathon des Sables Maroc pour nous dévoiler l'envers du décor de cet événement sportif qui a vu le jour en 1985 et qui ne cesse de grandir. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Cyril Gauthier dans les coulisses du Marathon des Sables avec son directeur. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonsoir Cyril, bienvenue sur le podcast À côté de mes pompes. Alors avec toi aujourd'hui on va voyager puisque tu nous emmènes du côté du Marathon des Sables. Tu es depuis quelques jours maintenant la personne qui a les manettes et qui va diriger après Patrick Bauer pendant de nombreuses années et son épouse. Ce sera toi qui pilotera donc toutes les éditions à la fois du célèbre Marathon des Sables et également de ces éditions Half qui vont être renommées, mais je vais te laisser en parler plus longuement tout à l'heure. Bienvenue à toi Cyril. Merci beaucoup Sébastien et merci de m'avoir invité. Donc effectivement, les choses vont un peu bouger parce que l'histoire Marathon des Sables pour moi a commencé il y a bien longtemps, dès 2009 quand je l'ai fait en tant que coureur. Effectivement, là on arrive sur une nouvelle phase où Patrick Bauer va prendre un peu de recul et va s'occuper de l'association qui a été créée il y a déjà plus d'une dizaine d'années, qui s'appelle Solidarité Marathon des Sables. Donc, il va pouvoir, avec beaucoup plus de temps, se libérer du stress d'un événement comme le Marathon des Sables, qui est devenu une énorme machine, et se consacrer au développement de Solidarité Marathon des Sables, qui s'occupe de l'éveil au sport pour les enfants et de l'alphabétisation de leur maman. Donc ça, c'est ce que Patrick va maintenant gérer. Et puis moi, effectivement, je vais continuer le travail que j'avais commencé il y a déjà plusieurs années avec Marie Bauer et Patrick Bauer sur la transformation et l'adaptation du Marathon des Sables. Alors, attention, on parle d'évolution et pas de révolution, parce que le concept du Marathon des Sables, c'est ce qui a fait son succès. Il n'est pas question d'y toucher. C'est simplement des petits réglages
qui vont transformer et amener la course dans le 21e siècle, là où elle s'est installée, avec des petites variations dont on pourrait évidemment parler. Est-ce que tu as toujours été, Cyril, dans l'organisation d'événements sportifs? Quelle est ta carrière professionnelle? Non, non, absolument pas. C'est-à-dire que j'y suis venu juste par passion, parce qu'à la base, mon métier, c'est le marketing et la logistique. Donc, alors, on va dire, ça semble ne rien avoir avec les événements, mais en fait, si, parce que la logistique, c'est de l'organisation, de la précision. Moi, je fais de la logistique de tous les produits des grands groupes agroalimentaires qui servent à leur mise en avant et à leur promotion. Et c'est la rigueur que m'a appris ce métier. Tout de suite, j'ai pu m'en servir quand j'ai commencé à regarder la monstruosité de ce que c'était que le Marathon des Sables. Parce qu'il faut bien voir que le Marathon des Sables, c'est 700 personnes qui vont organiser un événement pour à peu près 1000 ou 1100 coureurs. Donc, ça paraît disproportionné, mais créer une vie en plein milieu du désert et surtout assurer des conditions de sécurité parfaites pour des coureurs, ça n'a rien de simple. Donc, c'est surtout une affaire de logistique, parce que dans le désert, quand tu oublies un crayon de papier, tu vas pas le trouver. Donc, c'est beaucoup de préparation. Sur place, c'est une pleine connaissance du territoire pour pouvoir justement être toujours auprès des coureurs et leur fournir un événement de qualité qui génère énormément d'émotions. Donc moi, ma carrière professionnelle ne m'amenait pas du tout à cela. Simplement, quand j'ai couru le Marathon des Sables en 2009, j'ai vécu un tel moment différenciant, puisque j'avais fait d'autres courses par avant. J'y avais eu beaucoup de plaisir en tant qu'ultra-trailer, mais à aucun moment je ne m'étais imaginé rentrer dans l'organisation. C'est le Marathon des Sables qui a créé ce déclic. Tu avais fait le tour des autres ultras auxquels tu avais pu participer, que ce soit l'UTMB, peut-être la Diagonale des Fous. Tu avais besoin d'autre chose? Alors, en fait, si tu veux, moi, j'ai suivi un chemin vraiment, on va dire très classique. Je faisais déjà très classique. Je sais pas, je faisais pas de sport. Je m'y suis mis à la quarantaine et j'ai commencé à me dire qu'il fallait courir parce que j'étais vraiment pas physiquement en bon état. Je faisais beaucoup trop d'excès et je me suis mis à courir bêtement. Il me fallait un objectif. Je me suis fixé un semi-marathon. Enfin, cette histoire-là, je pense que tu l'as entendu des centaines de fois. Puis après le semi, je me suis dit que le marathon, c'était pas mal. Je pense que j'étais encore dans la période où c'était l'ego qui se disait non, quand même, il faut que tu boucles 42 kilomètres. Et puis j'ai fait un marathon. Puis après, j'en ai fait un deuxième. Et puis après, je me suis dit, waouh, il y a des marathons dans le monde qui sont sympas. Ça donne une bonne occasion de retourner dans un pays, machin et tout. Et donc là, bah, t'as New York, t'as machin. Bon. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que j'étais quand même un coureur on ne peut plus lent et que j'allais pas pouvoir exploser la barre mythique des 3 heures, que physiologiquement, j'aurais beau m'entraîner, faire du fractionné, ça le ferait pas. Et puis, je suis quand même pas non plus très courageux, donc faire des séances qui me faisaient mal, j'ai essayé, hein, mais très peu de temps, et je me suis dit non. Donc, au finish, quand tu te dis que tu pourras jamais aller chercher un chrono intéressant, tu commences à t'intéresser à ce qu'il y a autour. Et là, tu regardes et il y a un truc magique qui s'appelle le trail ou l'ultra trail, où on te dit, bah, finalement, le chrono, il est pas si important, c'est l'expérience, une expérience différente. Et puis, ben là, j'ai eu un choc parce que j'ai commencé par des trails, et où je me suis dit, waouh, la nature associée à la course à pied et aussi à la marche, c'est un truc génial. Alors, je dois être honnête, une petite fierté, je dis bien petite, c'est mon premier trail, ça a été la Diagonale des Fous, parce que je savais absolument pas ce que c'était. Il faut être sincère. Je m'y serais jamais lancé, mais j'ai un ami qui, parce que j'avais un décollement de la plèvre et j'étais immobilisé pendant des semaines, m'a dit écoute, j'ai vu un événement, c'est super sympa, on va faire ça ensemble, on va marcher, on traverse l'île de la Réunion. Je lui ai dit ça m'étonnait que je puisse le faire, j'arrive pas à respirer, et puis il m'a inscrit. Et c'est quelques mois avant que j'ai regardé sur le site ce que c'était, et là je lui ai dit non mais t'es complètement taré. J'ai lu des commentaires, c'est juste pas possible. Et donc il m'a dit écoute, on y va, on le fait et on verra bien, on est ensemble et si on doit s'arrêter, on est sur une île et on rentrera à la maison. Et donc du coup, de fil en aiguille, j'ai découvert qu'on pouvait marcher, courir, découvrir, et la diagonale en ça m'a submergé d'émotions, et là j'ai accroché au côté trail. Alors j'ai appris après que ça s'appelait ultra trail, et puis là j'ai eu
soif de découvrir tout ce qui se faisait. Et comme dans mon métier, je suis amené aussi à voyager, donc je me suis retrouvé à aller au Japon, faire l'Ultra Trail du Mont Fuji. L'UTMB, évidemment, était une des courses mythiques qu'il fallait absolument découvrir. Donc ça m'a rapproché de la montagne et ça m'a fait découvrir cet univers de dingue où surtout j'ai découvert des vraies personnes, c'est-à-dire que on se foutait de savoir quel était ton job, combien tu gagnais, ce que tu faisais. Tu étais juste là pour courir, pour te faire peur parfois parce que c'était assez ambitieux. Et puis on n'était pas à jouer à coup de chrono, tu tournes à combien, à 3,10 du kill ou non, c'était beaucoup plus open. Et puis j'ai commencé à rencontrer des gens qui m'ont passionné. Puis ça m'a amené, en discutant avec les uns avec les autres, tu vois, tu fais la diagonale, tu croises une personne qui dit, ah non, mais moi, j'ai fait un truc de dingue, j'ai fait le GR20. Tu dis, c'est quoi le GR20? Et on te l'explique, et après, tu dis, attends, je vais aller faire le GR20 aussi. Et comme tu as des potes, tu en as toujours un qui dit, ah ouais, mais moi, ça me branche un max. Et tu te retrouves à faire le GR. Moi, j'ai refait la diagonale tellement j'avais eu de plaisir. J'ai refait le GR une deuxième fois pour essayer. La première fois, je l'avais fait en 7 jours et je pensais quand même qu'on pouvait aller beaucoup plus vite. Alors attention, hein, moi, je parle en tant que coureur de peloton qui est lent, hein, donc je vais pas jouer dans la catégorie de ceux qui tournent comme des machines, hein. Mais j'y ai pris surtout beaucoup de plaisir. Et puis, le marathon des sables s'est présenté à moi. Alors magiquement, parce qu'un jour j'étais à Val d'Isère, je faisais du ski, et il y a une fille qui m'a doublé en ski. Elle avait une doudoune marquée dans son dos marathon des sables. Et en arrivant au télésiège, je lui ai dit, mais c'est quoi marathon des sables? Et on a commencé à discuter. Bon, évidemment, elle a pris le télésiège. Elle m'a dit, écoute, on se retrouve, on boit un café à l'hôtel ce soir et je t'explique. Et elle m'a expliqué ce que c'était que cette course. Ça m'a impressionné. J'ai commencé à rechercher et du coup, je me suis retrouvé à aller faire le marathon des sables. Donc, tu vois, c'est pas une vie d'ultra trailer incroyable, mais c'est juste un cheminement sympathique. Et le marathon des sables, pour moi, a été ce que je cherchais parce qu'il y avait à la fois la course dans le désert et à la fois les rencontres. Parce que la chose magique de cette course, à la différence de beaucoup d'ultras où tu fais une course par rapport à toi-même, là, tu rencontres du monde. Et le soir, quand tu arrives, à 14 ou 15 heures de l'étape, tu as de 15 heures à 20 heures ou à 21 heures quand tu vas t'endormir, tu discutes avec des gens et socialement, t'existes plus. T'es juste un coureur passionné. Et là, tu peux avoir... alors moi, je dis souvent, dans les tentes, ça ressemble un peu au dîner de cons. Hein, parce que si quelqu'un nous écoutait, on parle vraiment, on est des enfants et on a droit à tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment sublime. Et puis, j'ai découvert aussi la beauté du désert parce que j'avais jamais compris pourquoi des grands auteurs parlaient du désert comme ça. Alors évidemment, on connaît tous Saint-Exupéry et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans le désert? Alors, je l'ai toujours pas compris, c'est pour ça que j'y passe beaucoup de temps, mais il y a un effet magique que je retrouve pas ni sur l'eau ni en montagne, où ces espaces, une fois que tu es gavé d'endorphines, t'apportent une magie incroyable. Alors, on peut dire ce qu'on veut. Souvent, les gens résument le désert au sable dans lequel on s'enfonce et à la chaleur. Et quand tu commences à découvrir ces courses, tu te rends compte finalement que ça n'a pas grande importance, cette partie-là. Mais que, par contre, les sensations que tu développes quand tu cours dans ces milieux et qu'en plus de ça, tu es encadré dans un événement où t'as pas de problème logistique, tu pars d'un endroit, tu arrives à un autre, on s'occupe de toi, on te donne de l'eau et tu dois juste t'intégrer dans ce grand mouvement et ces immensités, ces rencontres, ça te porte. Et pour moi, j'ai été aussi très surpris de la capacité que tu avais à penser au tien. Je te prends un exemple. Quand tu es en montagne, dans un ultra, tu es super concentré à certains moments parce que quand tu descends, tu peux t'allumer une cheville très très vite. Tu es vraiment très focus sur ta course, ta vitesse, ta récupération, ta relance. Le désert est très différent. À un moment, tu traverses des immenses étendues. Alors, tu peux te faire mal, mais il faut vraiment faire des efforts, hein. Et tu vas rentrer dans un système de réflexion avec toi-même. Et alors, comme tu es parfois aussi en souffrance, tu vas penser comme tu n'as jamais pensé au tien, aux gens qui sont importants pour toi. Et tu es à l'opposé de parfois ce qu'on critique chez les ultra-trailers, leur égoïsme à penser qu'à eux, à aller faire des courses. Là, tu es à l'opposé parce que tu ne penses qu'au tien. C'est ce qui te permet de tenir le rythme, c'est ce qui te permet de sourire béatement au milieu des dunes parce que t'es pas tout seul. Alors, j'ai l'impression, quand je te dis ça, d'être un peu perché, hein. Mais j'ai eu la confirmation auprès de centaines, voire de milliers de personnes qui ressentaient les mêmes choses. Parfois, tu es dans une douleur totale en te disant « mais qu'est-ce que je fous là ?» Parce qu'avoir un sac à dos par 35 ou 40 degrés dans du sable, c'est vraiment très bête.
mais c'est ce qui devient génial. Et tu y passes un moment de dingue et ça te permet de t'ouvrir sur les autres. Et crois-moi, quand tu arrives au bivouac, tu es juste prêt pour communiquer avec les autres, pour partager. Et rappelons-nous qu'on est en autonomie alimentaire, hein, donc tu es obligé d'allumer ton feu. Et là, tu as le bonheur absolu d'avoir les mecs de ta tente qui sont arrivés avant toi, qui ont déjà de l'eau chaude et qui disent, attends, t'ennuies pas à faire ton feu, tiens, voilà de l'eau, on a enlevé les cailloux dans la tente. Et tu dis, waouh, il y a des gens qui font des trucs gratuitement. Et ça, c'est de la magie, parce qu'on n'est plus habitué à ça du tout. Si quelqu'un fait quelque chose pour toi, quelle est la contrepartie? Et là, tu te rends compte en fait que en 2, 3 jours, tu redeviens un petit animal. Et à contrario de ce qu'on croit, c'est très très agréable de revenir dans le stade animal où t'as plus de téléphone, t'as plus de WhatsApp, tout ça n'existe plus. T'as pensé au tien, t'es plein d'émotions. Parfois, tu as les larmes aux yeux, tu sais pas pourquoi. Donc, voilà, ça a été pour moi, et je pourrais en parler pendant des heures, et là, je vais être vraiment lassant, mais c'est un endroit magique. J'ai rencontré assez peu de personnes qui étaient pas sensibles. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui se disaient que c'était inhospitalier et qu'ils allaient y souffrir, et c'est pas la vérité. D'où l'idée de faire aussi découvrir la formule désert sur quelque chose de plus accessible en termes de distance, et c'est là où le HMDS a pris naissance en se disant, oui, on peut aussi découvrir toutes ces sensations-là en faisant de 70 à 120 km et pas automatiquement 240. Est-ce que cette course du Marathon des Sables, telle que tu l'as vécue, Cyril, en 2009, c'est la plus difficile à laquelle tu aies pris part? Non. Est-ce qu'elle te faisait peur? Alors, elle me faisait peur. Pour moi, ça n'a pas été la plus difficile parce que je l'ai gérée pour ne pas trop avoir mal. Tu peux vraiment t'y faire très mal si tu l'as décidé, mais tu peux la gérer. La diagonale des fous m'a fait beaucoup plus mal. Les barrières horaires de l'UTMB m'ont fait beaucoup plus mal. Le marathon des sables, tu peux décider de la souffrance que tu veux t'infliger ou pas. Moi, quand je commençais à avoir chaud, je ralentissais. D'accord? Je me disais pas, je garde mon rythme. Je me suis dit qu'il fallait, non, je voulais savourer. J'étais dans un milieu qui était tellement beau et tellement extraordinaire. Et j'ai passé des heures à discuter avec des gens que je connaissais pas, que je rencontrais sur le parcours, et j'étais pas du tout dans le côté je veux faire une place. Non. Donc j'ai eu des moments vraiment difficiles, mais tu sais comme moi, je te parle de 2009, hein, la mémoire elle efface le négatif au fil du temps, et là je pourrais presque dire que j'ai quasiment eu du plaisir. Si je suis honnête, et parce que je revois des coureurs régulièrement sur nos événements, non, j'ai pas eu que du plaisir, mais j'ai eu 80% de plaisir et 20% de désagrément. Mais j'ai surtout eu le désagrément d'avoir un sac à dos que j'avais trop chargé parce que tu as peur de manquer. Donc, je suis parti avec du saucisson, des trucs. J'avais 2 kilos de trop. J'avais pas le dos qui était fait pour porter un sac en courant. Et voilà. Et ça m'a gêné. Mais par rapport à ce que ça m'a laissé comme souvenir, mais rien. D'où ma passion en me disant, tu sais, c'est cette réaction quand tu vois un film extraordinaire, tu as envie de le conseiller à tous tes amis. Moi, en sortant du Marathon des Sables, j'avais qu'une envie, c'était de dire à tous les gens que je connaissais qui aimaient le sport, il y a un truc de dingue qu'il faut faire. Et là, tu te retrouves en face de personnes qui disent, non mais attends, c'est hyper dur, c'est cinglé, on a vu des images, ils ont les pieds en sang. Non, mais ok, ça existe, mais c'est pas ce qui se passe pour tout le monde. Et puis après, il faut pas se tromper aussi, il y a le coût d'un Marathon des Sables. Parce que le Marathon des Sables, c'est une course qui coûte cher. Parce que organiser un événement au cœur du désert, c'est des coûts successifs cumulés. Et quand t'es coureur et qu'on te dit, ouais, alors pour aller passer 10 jours dans le désert, ça va te coûter de 3 500 à 4 000 euros, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, l'énorme avantage, si tu veux, c'est que à partir du moment où tu le mets comme un objectif, comme il faut quand même t'entraîner un peu spécifiquement, ça prend un peu de temps. Donc, à part pour les sportifs avérés qui ont l'entraînement qu'il faut, il te faut, pour un marathon des sables Legendary, il va te falloir 1 an ou 2 ans si tu le mets dans ton objectif. Donc, tu as le temps d'économiser un peu. Mais donc, c'est pas une course simple. Mais moi, j'avais envie de convaincre tout le monde. Et dans ma collaboration avec Patrick et Marie Bauer, après avoir été donc coureur, je suis devenu actionnaire de la course en 2014. J'ai été présenté aux actionnaires de l'événement, actionnaire qui était depuis plus de 30 ans, en disant, voilà, moi aujourd'hui, j'avais passé donc de 2010 à 2014 auprès de Patrick et Marie sur l'événement, donc sur le Marathon des Sables. J'ai apporté des changements. J'ai été validé en tant que personne utile pour l'évolution et j'étais celui qui, pour Patrick et Marie, disait, oui, il y a un moment, nous, on va s'arrêter parce qu'on a un peu plus d'âge. Donc,
tu t'es parfaitement paramétré pour la suite. Donc, j'ai déjà eu ma période de Padawan de 2010 à 2014. Les actionnaires ont validé le fait que sous quelques années, et on s'était pas donné de timing, la reprise serait effectuée. J'ai continué donc au cœur du Marathon des Sables de 2014 à 2017. 2017 étant un peu un élément perturbateur en voulant changer un peu beaucoup de choses, Patrick m'a dit va développer les half Marathon des Sables, ce que j'ai fait jusqu'en 2022 où avec Patrick on s'est dit ok maintenant le concept des half Marathon des Sables est validé. Les gens l'apprécient. Il s'est rendu compte que sur le Marathon des Sables, il y avait de plus en plus de coureurs qui passaient par le half Marathon des Sables pour découvrir, se former. Tu as un pourcentage à peu près de personnes qui basculent du half vers aujourd'hui le MDS avec les différentes dénominations, vers aujourd'hui le Legendary si on prend la bonne terminologie. Voilà, si on prend les nouveaux termes, effectivement, hein, puisque les half Marathon des Sables deviennent les Marathons des Sables et après avec la dénomination du pays, et le Marathon des Sables ancestral, donc c'est le Marathon des Sables ou le MDS de Legendary. À peu près 20%, d'accord. Et après, c'est une question de timing, en se disant j'ai fini un Marathon des Sables, je veux m'attaquer au Legendary, est-ce que je m'inscris dans la foulée, est-ce que j'attends un an? Mais pour te donner un exemple, en 2023, sur un peu plus de 1000 coureurs, il y avait 100 personnes qui avaient l'année d'avant fait un half Marathon des Sables, et étonnamment, aussi bien dans les coureurs de peloton que dans l'élite. Dans les 10 premiers, il y en avait 5 qui avaient fait aussi un half Marathon des Sables. Donc, ça sert à la fois pour les élites pour tester le matériel, le rythme, et à la fois pour les coureurs de peloton pour découvrir la vie dans le désert, la tente, l'autonomie alimentaire, quelles chaussures, les guêtres et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, et puis on a découvert aussi qu'il y a des coureurs du Marathon des Sables, ou qui étaient devenus trop vieux pour se confronter aux 240 kilomètres, ou qui rêvaient de partager ça, par exemple, avec leur épouse, et qui viennent sur les half Marathon des Sables avec leur épouse pour leur faire découvrir la folie du désert. Et on a vu un mouvement assez intéressant avec des couples, des familles complètes qui venaient faire l'événement, même si dans une même famille, ils réalisaient parfois des distances différentes sur le half Marathon des Sables qui devient un Marathon des Sables. Donc, en fait, entre guillemets, ce centre de formation va nourrir facilement le Marathon des Sables. Il y a un taux de réussite sur le Marathon des Sables qui est un peu plus important quand tu es passé par un HMDS. Donc voilà, le concept étant bouclé, avec Patrick, on a convenu que c'était le bon moment en 2023 de faire l'édition en commun. On y était tous les deux et où Patrick a dit maintenant ça y est, les choses sont faites pour que tu puisses reprendre la suite en accord avec tous les actionnaires. Donc d'où alors c'est une nouvelle page, mais qui pour moi n'est pas si nouvelle que ça parce que 100% des équipes sont identiques. Je connais absolument toutes les équipes depuis 2010. Donc tu vois, on est quand même en 2023, hein. Donc voilà, c'est une surprise sans l'être et les modifications qui vont être apportées ne sont pas des révolutions mais des évolutions. Est-ce que l'on trouve les mêmes configurations de courses? Parce que là, entre la Namibie et le Pérou, l'Égypte et la Fuerteventura, on n'est pas sur les mêmes zones et sur les mêmes déserts. Est-ce que c'est pas aussi une recherche pour que des coureurs puissent s'aguerrir sur différentes régions du globe? Alors déjà, c'est effectivement là où tu as raison, c'est que un désert, les gens déjà quand on parle désert, ils ont l'impression que c'est du sable mou tout le temps. Donc c'est pas vrai du tout. Le Maroc, par exemple, ça va être 70% de sol stable sur lequel tu peux courir à 20 km/h si tu le désires, et tu as 20 à 30% maximum de sable mou. Et dans ces 30%, tu vas avoir 10 à 15% où tu t'enfonces jusqu'à la cheville, puis tu vas avoir 10 ou 15% où ça va être jusqu'au mollet. À l'opposé de ça, tu vas avoir le Pérou où tu vas avoir des dunes mais qui sont gigantesques. Et puis tu vas aussi avoir des vallées de sable, c'est 100% de sable. Le Maroc, tu as des cailloux. Au Pérou, tu n'as pas de cailloux, tu n'as que du sable. Donc, c'est super intéressant parce que non seulement les coureurs vont découvrir sur les différents pays des déserts différents en termes de structure, en termes de vue, parce que quand tu as l'océan qui vient se jeter dans les dunes comme en Namibie, c'est une des plus belles choses que j'ai jamais vues de ma vie. Le désert du Namib qui se jette dans cette eau sublimissime avec des hauteurs de dunes incroyables. Tu as cette découverte-là. Alors, le Namib, c'est un désert
qui est super complexe parce que c'est d'immenses dunes à perte de vue où tu as une capacité à t'enfoncer. Donc, on doit aussi étudier nos itinéraires en fonction de ça. Parce que si tu fais une 60 km de sable mou, quasiment personne ne peut arriver au bout. Donc, c'est très, très important. Dans chaque pays, on va s'adapter aussi pour que ça reste réalisable et surtout avec du plaisir. Parce que le but, c'est pas de construire. Souvent, j'avais vu passer des titres dans la presse, les forçats du désert. Non, on doit repousser nos limites si on le désire. Mais moi, ma recherche, c'est que chaque concurrent et chaque concurrente ait du plaisir. Si à chaque étape, t'as pas des étoiles dans les yeux quand tu passes l'arche à l'arrivée, c'est qu'on s'est planté. C'est qu'on est allé trop loin. Parce que faire souffrir, euh, je l'intègre totalement. Hein. Moi, j'ai des confrères qui font des courses, et plus c'est dur, et plus ils font mal, plus ils se disent c'est l'ADN de ma course. Moi, c'est pas ça du tout. Moi, l'ADN de la course, c'est je vais être dans un endroit incroyable, que les gens aillent au-delà de leurs limites s'ils le désirent, mais il faut surtout qu'ils aient énormément de plaisir. Donc, et dans le désert, tu peux très très vite passer à côté du plaisir et juste être dans la résistance. Et ça nous est arrivé sur certaines éditions de pas avoir assez de plaisir parce que on n'avait pas intégré suffisamment les contraintes qui s'étaient présentées à nous. Il suffit dans le désert que tu aies une augmentation de 5 à 10 degrés de la température, t'as pas du tout la même course à 35 degrés qu'à 45. Hein. Ça change beaucoup dans tes petites cellules et dans ta capacité à avoir du plaisir. Donc c'est là où, en permanence, il faut qu'on s'adapte et faire découvrir aux coureurs le monde et ces déserts fantastiques. Ça, oui, c'est un grand, grand plaisir. Et puis, il y a aussi l'implication des populations. Prenons l'exemple l'année dernière de la Jordanie. On est impliqué avec tous les Bédouins qui, avec nous, construisent le camp, font les tracés des itinéraires. Quand tu vois tous les Bédouins qui viennent sur la ligne d'arrivée pour la grande étape et qui dansent une partie de la nuit, et le big boss des Bédouins qui te dit ça doit faire 40 ans que j'ai pas dansé et qui te demande la permission s'il peut prendre dans les bras les coureurs à l'arrivée, tu dis waouh, c'est quand même super cool. Et c'est pas la même façon de fonctionner au Maroc. Les Canariens peuvent te mettre le feu sur un checkpoint tellement ils ont d'énergie et tellement ils sont souriants. Donc, voilà. Et dans chaque pays, c'est ça aussi le bonheur. C'est comme on travaille avec des locaux, c'est avoir une ambiance différente à chaque fois. Et ça fait partie du fun des marathons des sables, Jordanie, Égypte, Pérou, Namibie, Fuerteventura au Maroc. Donc, ces populations ont vraiment besoin de vous, de toi dans l'organisation par rapport à l'impact économique et social que vous leur apportez. Alors, nous, on est très clair. Quand on installe une course dans un pays, c'est pas du one shot. C'est exactement ce qu'a fait le Marathon des Sables Legendary au Maroc. Ça fait 38 ans que le Marathon des Sables est au Maroc et il y restera, je l'espère, encore 38, puis 38, puis 38 ans. Donc, le but, on est des acteurs économiques super importants. Patrick le dit souvent, dans le Sahara sud-marocain, il a ouvert des voies où après des auberges se sont mises, où maintenant des touristes ou des motards vont. Ça n'existait pas avant le Marathon des Sables. Ça a été vraiment un acteur économique important. Et d'ailleurs, le roi l'a dédié dans le livre. Un des livres qu'avait fait Patrick sur le Marathon des Sables, c'est exactement ce que Mohamed VI écrit en disant que c'est le meilleur outil de promotion du pays. Et c'est exactement ce qu'on veut faire dans chaque pays, parce que si tu veux, on arrive avec une équipe alors plus importante sur la première édition, un peu moins sur la deuxième, encore moins sur la troisième, parce que c'est des relais locaux qui sont formés. Économiquement, on investit sur le pays, sur le matériel sur place, parce que moins on déplace de matériel, mieux on se porte, parce que c'est là aussi où la conscience écologique doit être importante, c'est bouger le moins de choses possible, être le moins impactant possible. Donc tout ça se fait en local, avec des personnes effectivement qui attendent que le Marathon des Sables intervienne, parce qu'on parle en millions d'euros d'investissement sur les pays. Je te prends un exemple, quand il vient d'y avoir, hélas, cet horrible tremblement de terre au Maroc, le lendemain du tremblement de terre, on était sur place. La première chose que les Marocains nous ont demandé, c'est et déconnez pas, vous allez bien faire et le HMDS et le MDS, parce que nous, on a besoin de vous. On a besoin de bosser, d'être pilote 4x4, d'intervenir dans l'organisation, de monter le bivouac. Ne nous dites pas, non, c'est trop risqué. Regardez, constatez,
mais les gars, il faut que vous travailliez avec nous. Donc, c'est super important parce que on est devenu une machine économique et ils savent que c'est pas du one shot. C'est que les familles savent que à tel moment, pendant 15 jours, 3 semaines, elles travaillent pour le Marathon des Sables et pour d'autres beaucoup plus. Donc c'est vraiment économiquement, pour moi, ça fait aussi partie du plaisir de développer les événements. C'est qu'on est vraiment des intervenants attendus. Et tu vois, par exemple, on n'a pas fait le Pérou cette année parce qu'il y avait des problèmes géopolitiques et que le dernier HMDS, juste après, il y a eu un soulèvement dans les Andes. Mais moi, j'ai des messages en permanence de tous nos intervenants qui disent là maintenant, c'est hyper calme, tout va bien, les ministres t'ont écrit, il faut revenir. Donc voilà, ça c'est très intéressant parce que on est acteur économique. Alors attention, il faut remettre ça dans son contexte. On investit en centaines de milliers ou en millions, mais on n'est pas une multinationale du tout. Mais ça a du sens. Et quand tu arrives, là, on va faire la Namibie et la Cappadoce pour une première fois, on a quand même la chance, en tant qu'événement international, d'avoir des ministres du tourisme, du sport. L'Égypte, moi je sors d'une conférence de presse, tu peux regarder sur les réseaux, où tu as les ministres qui sont là et qui te disent, voilà, bienvenue, nous on a besoin d'événements internationaux, on a besoin que vous fassiez travailler les gens, et on arrive, nous, avec notre savoir-faire qu'on donne. Le but n'est pas de tout retenir en disant, c'est nous qui savons faire. Non, on a des équipes mixtes, et au fur et à mesure, c'est le pays qui prend le lead et qui va diriger l'événement. Nous, on est là pour le contrôler, pour être simplement certain que l'ADN est respecté et que surtout que les coureurs vont prendre un plaisir de fou. Au niveau de la sécurité, Cyril, dans ces pays, tu disais le Pérou a vécu un soulèvement. Là, on entend avec ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est à proximité de l'Égypte où il y aura une édition du MDS. Est-ce que ça t'inquiète et est-ce que ça peut remettre en cause, même si là on est à chaud, on ne peut peut-être pas avoir suffisamment de recul pour prendre une décision, mais est-ce que ça peut impacter un report, par exemple? Alors, il est évident qu'on surveille dans tous les pays dans lesquels on intervient, on surveille absolument toujours ce qui se passe. Et pour installer un événement, on est toujours au contact des différents ministères pour bien expliquer ce qu'on fait là où on est. Et on a toujours, il n'y a pas un pays dans lequel on est où on n'a pas le support du pays avec une sécurité garantie par le pays. Qu'on parle de l'Égypte, de la Jordanie, du Maroc ou même des Canaries, c'est quelque chose qu'on surveille parce que la chose la plus importante, au-delà de la sécurité en course du coureur avec le suivi médical qu'on lui a apporté, c'est évidemment la stabilité du pays. Typiquement, le Pérou, les jours où on était en course, le pays commençait déjà à secouer fortement. Alors, on avait là aussi un avantage, c'est que le consul de France courait la course, mais on était vraiment informé de tout ce qui se passait. Et ça s'est passé de façon vraiment très simple pour l'événement parce que le gouvernement avait un focus dessus et donc tout s'est bien passé. Et je vais donner un exemple qui était assez parlant. Il y a des concurrents qui ont décidé quand même de continuer après un voyage de découverte dans les Andes. Et pourtant, on leur a très fortement déconseillé. Bilan, quelques jours après, ils se sont retrouvés bloqués dans les Andes. Et la seule solution qu'ils ont eue pour s'en sortir, c'est de faire appel à l'organisation, à la nôtre. Mais nous, on a envie de dire, les chéris, vous êtes adorables, mais là, on a ramené tout le monde, on vous a prévenu, et maintenant, on vous est dispatché dans des tas d'endroits différents. Mais vu la connaissance qu'on avait de l'ambassade de France, de tous nos contacts, on a réussi à ressortir une dizaine de personnes de situations inextricables où les touristes étaient très, très mal vus par les villageois. Ils sont tous rentrés, et je pense qu'ils peuvent tous témoigner que l'organisation leur a filé un sacré coup de main. Donc, là, aujourd'hui, on est dans une période où on vient de vivre un tremblement de terre au Maroc. Donc, on a vécu un tremblement de terre en Turquie horriblissime avec plus de 50 000 morts où il a fallu repousser l'événement. Donc oui, quand les conditions ne sont pas réunies, on repousse l'événement. Là, le tremblement de terre au Maroc, on a été vérifié sur place on n'avait pas à le reporter, donc il a lieu. On surveille aujourd'hui ce qui se passe au Moyen-Orient, en Israël surtout. Aujourd'hui, le conflit est localisé. Le ministre de la Jordanie nous a écrit dès hier, attention, il n'y a aucun risque en Jordanie pour les touristes, tout continue comme avant, c'est pareil pour l'Égypte. Mais ce qui veut dire qu'on va faire augmenter évidemment la surveillance et les conditions de sécurité, mais on n'ouvre pas un événement si on n'est pas sûr totalement de la sécurité de nos coureurs. Et si demain on a le moindre doute, je pense que tout le monde comprendra qu'on leur pousse
un an après. Mais aujourd'hui, on n'en est vraiment pas là parce que on a quand même, alors la zone est particulièrement agitée, mais elle l'a toujours été, hein. Les roquettes, on parle pas de l'horreur là qui vient de se déclarer, mais des roquettes entre Israël, la bande de Gaza, c'est non-stop. Moi, j'étais parti en reconnaissance il y a juste avant le Covid en Israël pour installer une course, pour installer parce que je trouvais quand même que c'était le Negev est un endroit sublime ici, mais j'aurais aimé dire, ce n'est pas qu'un endroit de conflit, c'est aussi un endroit où on peut courir. Mais c'est d'elles-mêmes les autorités israéliennes qui m'ont dit, mais nous, on peut pas vous assurer les conditions de sécurité que vous nous demandez. Vous pouvez venir, mais c'est pas, on peut pas faire ce que vous voulez. Donc, du coup, hélas, on l'a pas fait. Et Dieu sait pourtant que j'ai adoré cet endroit et j'ai adoré les gens qui y étaient. Et on a même trouvé des personnes qui disaient, mais cette course, elle a du sens que si justement on peut mettre des Israéliens, des Palestiniens. Enfin, il y a l'image qu'on en a quand on regarde les images à l'extérieur, et puis quand on est dans le pays, on se rend compte qu'il y a une ouverture bien plus grande que les affolés du bocal qu'on peut voir sur les chaînes télé qui paraissent d'un camp ou de l'autre complètement enflammés. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient juste envie de partager, et le sport est quelque chose qui est magique. Alors, aujourd'hui, c'est complètement ridicule de parler de ça. J'espère juste que ça va être, j'ai envie de dire, le moins violent possible, mais ça me paraît complètement fou. Mais en tout cas, pour ce qui nous occupe, pour l'instant, tout est sous contrôle et on va regarder la Jordanie, c'est tout début novembre. On va voir ce qui se passe, quelles vont être les décisions prises par les différents pays. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore un stress. En termes de construction des étapes et des itinéraires, est-ce que vous devez, chaque année, avec tes équipes, rebâtir un itinéraire complètement différent? Est-ce qu'il y a des fondamentaux, des lieux de passage qui sont emblématiques? Comment s'organisent justement les traces GPS que vous pouvez bâtir dans le désert? Alors, si tu veux, la première des choses, c'est si on change un itinéraire, c'est suite à l'enquête de satisfaction qu'on fait sur l'événement. Et si on a un taux de satisfaction fantastique, on ne change pas l'itinéraire. Et là, je parle des marathons des sables. Je parle pas du Legendary qui, lui, change ses itinéraires chaque année. Enfin, les fait varier. Évidemment, tous ceux qui connaissent le marathon des sables Legendary vont me dire, on fait le Jebel Otfal quasiment chaque année dans un sens, dans l'autre. Et on va essayer en permanence de trouver les petits changements qui vont faire la différence. Mais prenons l'exemple du marathon de maintenant avec son nouveau nom du marathon des sables Maroc, anciennement HMDS. On a eu un taux de satisfaction de 98% dans l'enquête qu'on a faite. Donc, on ne le change pas. Voilà, et c'est aussi simple que ça. Et après, c'est collégial. Quand on fait nos traces, on est plusieurs dans le désert pour trouver ce qui nous brancherait le plus les uns les autres. Alors, tu as toujours ceux qui veulent que ça grimpe plus, que ça descende plus, que ça soit plus de dunes, plus de machin. Et puis, en fait, toutes les journées de reco, ça ressemble à la même chose. Le soir, on cumule les impressions des uns ou des autres. Généralement, il y a des grandes batailles de je préfère ci, mais non, t'y connais rien, c'est plutôt mieux par là. Et puis après, on trouve un consensus, on a une trace et on voit ce que ça donne auprès des coureurs. Et chacun après dit, tu vois, je te l'avais dit, il fallait passer par là, ils ont adoré. Ou tu vois, là, c'était trop long, on aurait mieux fait de passer de l'autre côté. Donc, ça fait partie du plaisir de se dire, est-ce qu'on va trouver l'endroit idéal? Et si on change un morceau de parcours, est-ce qu'on va le changer pour mieux? Donc, c'est aussi ce qui fait qu'on s'amuse énormément, hein. Parce que si tu veux, si une fois qu'on a posé l'itinéraire, on n'a plus rien à faire, ça va commencer, nous, à nous peser, parce qu'un de nos plaisirs, c'est de partir en reco, de faire des parties d'itinéraire, d'en paumer un sur les dunes, qui pensait trouver un passage et qui ne l'a pas trouvé, qui a pris 3 heures à ramer comme un fou, et on est très content de dire, mais tu vois, on t'avait dit que ça passait pas par là. Donc, et on fait ça dans tous les pays, et c'est ce qui nous nourrit, parce qu'on peut plus courir nos événements, parce qu'on est dans l'organisation, mais par contre, on a couru tous les centimètres et beaucoup plus pour essayer de trouver l'itinéraire parfait. Est-ce que justement, par rapport à ces itinéraires, les coureurs disposent d'un roadbook ou Oui. vous avez balisé vraiment toutes les étapes? Les deux, parce que je ne sais pas si tu sais, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui lisent pas. Donc, tu leur fournis un roadbook avec des indications et hélas, parfois, ils ne lisent pas. Donc, et puis moi, je suis parti aussi là, sur le marathon des sables. On m'avait dit, il faut prendre une boussole
Je savais pas comment fonctionnait une boussole et ça m'a stressé monstrueusement. Donc, j'ai voulu dès le début dire attention, on va quand même baliser pour que quelqu'un qui ne sache pas se servir d'une boussole, qui a pas lu le roadbook, alors c'est pas sérieux le coup du roadbook parce que quand même il faut le lire parce qu'on apprend plein de choses et on évite des tas d'erreurs, mais la base c'est quand tu vois un marquage, d'accord, quand tu es sur un marquage, tu vois le suivant, d'accord. Et alors jusqu'à ce jour, il faut que je touche du bois. On n'a perdu personne parce qu'on voit toujours d'une marque à l'autre. Et on est vraiment très conservateur là-dessus parce que moi, j'ai toujours eu cette peur panique parce que j'ai aucun sens de l'orientation. Alors, heureusement, j'ai des collègues qui sont des champions du monde parce qu'autrement, je serais déjà mort. La peur de me perdre est quelque chose qui m'a toujours fait flipper. Donc, j'ai dit, bah, OK. Donc, moi, ma marque à moi, c'est de dire, quand je suis sur un panneau, je veux voir le suivant ou je veux voir un marquage. Et ça, sur toutes les courses, c'est le cas, que ça soit de jour comme de nuit. Pour moi, c'est très, très rassurant parce que tu peux juste te concentrer sur ta course, sur toi et pas ouais, je me suis paumé, j'ai fait 15 kilomètres de plus que 15 kilomètres dans le désert. Ça peut vite être une galère. Est-ce qu'on peut définir, Cyril, un profil de coureurs qui prennent part à tes compétitions? Est-ce qu'ils sont différents sur le Legendary et sur les MDS spécifiques aux différents pays? Est-ce qu'il y a un pourcentage de femmes important? Est-ce qu'on a des personnes qui sont déjà d'un âge, on va dire, avancé avec une expérience? Est-ce qu'on peut dégager un portrait robot du coureur? Alors, il y a deux familles, hein. Il y a la famille Marathon des Sables et puis il y a la famille Marathon des Sables Legendary, c'est un peu différent. Sur la famille Marathon des Sables, une de nos très, très grosses fiertés, alors là, n'y allons pas par quatre chemins, c'est qu'on est à la parité. On a 51 à 52% de femmes. Donc, on est un des seuls ultras au monde à avoir autant de femmes. Parce qu'on a été aussi très précis sur qu'est-ce qu'il y avait comme effet bloquant pour les femmes. Donc, la tente individuelle sur les marathons des sables, c'est très différent par rapport à la tente berbère où on est 8 sur le Legendary. Donc, ça permet cette accessibilité. Donc, hommes-femmes, je dirais, à l'égalité, même si les femmes sont un peu au-dessus à 52%. Moyenne d'âge, une quarantaine d'années. D'accord? Alors, avec évidemment, on commence à 16 ans, on finit à 75 ans sur énormément d'ultra. Mais la moyenne est néanmoins aux alentours des 40, 42. Dans la population, étonnamment, toutes les couches socio-professionnelles sont représentées. Certains nous avaient expliqué que quand c'est un budget entre 1600 et 2005 pour venir faire un marathon des sables, on n'aurait que des cadres, ce qui est complètement faux. On doit avoir 40% de cadres et 60% de gens issus de toutes les couches socio-professionnelles. Donc on a vraiment une ventilation très importante. Où tu vas avoir le corps enseignant, tu vas avoir du médical, de l'infirmière au chirurgien, du chef d'entreprise au magasinier. Après, le changement important entre le Legendary et les marathons des sables, c'est que sur les marathons des sables, tu as des gens qui n'ont il y a 50% des gens qui n'ont aucune expérience de trail. Ils viennent des courses sur route et ils viennent même pas du marathon. Il y en a qui ont fait maximum un semi-marathon. Ça, moi, ça a toujours été ma surprise parce que ils attaquent une compétition dans laquelle ils peuvent aller jusqu'à 120 km en 3 étapes avec un sac à dos dans le désert et le maximum qu'ils ont fait, c'est un semi-marathon. Waouh! J'ai dit là, il y a quand même des gens qui sont encore des aventuriers parce qu'ils y vont. Ils disent, si ça passe pas, je ralentirai ou je ferai une plus petite distance. Ça, tu le trouves pas sur le Legendary où c'est des gens qui ont une grosse expérience ou de grosses routes avec du 100 km, avec des grosses distances. Pas automatiquement de l'ultra trail parce que on est quand même très à plat par rapport aux trailers. Maintenant, comme il y a un mix et qu'ils ont vu sur les marathons des sables les stars du trail, de l'ultra trail, un mec en ce moment extraordinaire qui est Mathieu Blanchard, qui arrive à faire 3e sur le marathon des sables, qui fait 2e à l'UTMB. Donc tu te dis, OK, il y a des vases communicants et tu as des gens beaucoup plus experts sur le marathon des sables Legendary que sur le marathon des sables Jordanie, Égypte et ainsi de suite. Donc là, tu as une catégorie avec des sportifs beaucoup plus confirmés, beaucoup plus endurants. Pareil, ventilation, moyenne d'âge un peu plus haute de quelques années, d'accord? Donc la dernière était aux alentours des 48 ans. Donc t'as effectivement des gens avec plus d'expérience, t'as beaucoup moins de femmes. On est à 20%. Donc un des changements,
c'est que tu vois, par exemple, on va sur le bivouac concurrent dédier des tentes 100% femmes pour ne pas se dire, bah oui, je me retrouve avec 7 mecs qui ronflent et qui sont pas toujours des plus fins. Bah voilà, j'aurai des tentes que femmes qui permettront j'espère, d'aller chercher aussi la parité, parce qu'on se rend compte quand même que la résilience des femmes est souvent nettement supérieure à celle des hommes. Et dans l'ambiance des marathons des sables, en ayant la parité, l'ambiance sur le bivouac est complètement différente. Elle est moins hormonale que qu'elle ne l'est sur le Legendary, où là, on a cette représentation, on a une cinquantaine de nationalités. On a donc 20% de femmes, 80% d'hommes, des CSP, enfin des couches socio-professionnelles très ventilées. Donc, on a quand même, et puis après, on a ces gens qui passent de l'un à l'autre. Et surtout, on se rend compte que on a quand même des gens de plus de 60 ans sur le marathon des sables, Legendary, il y en a pas mal. Et pareil sur les marathons des sables. Moi, je sais pas si j'ai été assez précis dans ma ventilation par couche, mais à toi de me dire. Alors, c'est très clair. Et de fait, avec cette possibilité de ralentir la vitesse ou d'orienter donc la distance avec des étapes un petit peu raccourcies, le taux d'abandon, il doit être relativement faible. Alors, il est faible et on le veut sur les marathons des sables, anciennement HMDS fait, parce qu'en plus, on a une règle qu'on est la seule à avoir au monde, où on te dit que si tu abandonnes, quelle qu'en soit la raison, tu es invité gratuitement l'année suivante. D'accord? Pourquoi on dit ça? Parce que on a confiance dans nos coureurs. Alors, je dis souvent coureur et pas coureuse, parce que je trouve que le terme coureuse est horrible et je veux pas paraître sexiste. Voilà, mais homme comme femme, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, quand vous venez sur une course, ne vous stressez pas. Vous avez investi du temps dans l'entraînement, vous avez investi de l'argent. Si jamais ça coince, on sera là aussi pour vous montrer qu'on est responsable et vous serez réinvité l'année suivante. D'accord? Et ça, c'est sûr, nous, avec la nouvelle dénomination, sur les marathons des sables, parce qu'on sait qu'à partir du moment où les personnes font la première étape et que sur la deuxième, sur la grande étape, elles peuvent ventiler entre le 60 km, le 40 ou le 20, elles vont réussir à trouver une solution pour s'en sortir. Elles feront la dernière étape. Donc, on a un taux d'abandon qui est 1, 2 ou 3%. D'accord? Et on a validé que 100% des personnes qui revenaient en étant invitées devenaient des finishers. Donc, c'est ça qui est magique. C'est que tu as une confiance que tu donnes à tes coureurs, ils te renvoient l'appareil en revenant sur l'événement, effectivement, en tant qu'invité. Généralement, les gens qui sont autour d'eux sont tellement surpris que la parole donnée soit respectée et qu'effectivement, il n'ait pas eu à payer, c'est qu'ils ils emmènent des copains à eux. Donc, le système fonctionne magiquement. Cette règle n'est pas sur le Legendary. Le Legendary, normalement, on avait des taux d'abandon entre 5 et 10%, parce que sur le Legendary, tu peux rien adapter. Il y a l'itinéraire, c'est que si c'est 220, 230 ou 240 km, t'as aucun autre choix que pour être finisher que d'aller au bout. D'accord? Donc, en moyenne, 5 à 10% d'abandon parce que les gens sont assez bien préparés. Maintenant, sur les éditions de 2021, 50% d'abandon quasiment, parce qu'il y a eu une chaleur excessive, il y a eu des problèmes de gastro. 2023, 30%, parce qu'on a eu des sauts de température, on est monté jusqu'à 50 degrés. Avec une amplitude, peut-être la nuit où la température redescend énormément. Alors, en 2023, non. C'est la première fois qu'on pouvait dormir nu dans le désert sans avoir froid. Et il y a des marathons des sables, t'as 45 dans la journée et t'as 10 la nuit et t'as l'impression qu'il fait -5. Hein. Quand avec une telle amplitude, c'est une horreur totale. 2023, il faisait chaud tout le temps. Donc, c'était vraiment caniculaire et il a fallu vraiment, aux finishers de 2023, un courage vraiment au-delà des limites. Pour moi, si tu veux, c'est une édition où ils n'ont pas eu assez de plaisir. Mais quel respect quand ils ont les 70% qui ont fini, waouh! Parce que franchement, c'était très compliqué. Alors, 2024, on ne sait pas les températures qu'on va avoir. Par contre, là, on va pas adapter l'itinéraire, on va adapter les départs de course. S'il fait ces températures-là, on va démarrer 1 heure, 2 heures, 3 heures plus tôt le matin. De la même façon, ce qu'on a développé sur les HMDS à l'époque, qui s'appelait encore comme ça, on va mettre de la glace à tous les checkpoints pour pouvoir refroidir les coureurs. Il suffit d'un gobelet d'eau glacée dans ton cou pour te faire chuter d'un degré, d'un degré et demi, ce qui donne une sensation de fraîcheur incroyable. Donc, on va mettre en place des tas de petites choses pour que si des températures importantes arrivent, notre taux d'abandon redescend
à 5 ou 10% ce qu'il était avant, donc dans des conditions normales. Et puis, surtout, on a un avantage, c'est qu'au fur et à mesure, on remonte la date, parce que la date du Marathon des Sables se cale par rapport au Ramadan. D'accord? Tu peux pas travailler dans un pays pendant le Ramadan. Donc là, on était fin avril, on est remonté et on sera bientôt sur la date ancestrale du Marathon des Sables, grosso modo début avril. Et début avril, t'es pas vers 45 degrés, t'es plutôt sur 30-35, qui est la température normale. Donc le but, c'est véritablement que l'abandon ne soit pas quelque chose qui fasse peur. On n'est pas dans la culture de l'abandon. Nous n'avons aucune fierté à se dire il y en a la moitié qui a pas réussi. C'est l'opposé. Évidemment, c'est pas ouvert à tout le monde. Évidemment, si tu t'es pas entraîné comme il faut, t'as aucune chance de le finir. Mais par contre, les personnes qui arrivent sur un marathon des sables, que ce soit le Legendary ou le marathon des sables renouvellement baptisé, sont des gens qui ont bien compris ce que c'était, qui sont bien entraînés, même s'ils n'ont pas couru dans le sable. Il faut pas se tromper. 80% des gens qui sont là n'ont jamais couru dans le sable. Tout le monde n'habite pas à côté de la dune du Pilat, donc tu peux tout à fait le faire et découvrir qu'à un moment dans le sable, tu cours pas, tu marches, et que si tu cours partout, tu peux courir, tu peux franchement prendre tout ton temps dans le sable, t'enfoncer dedans, te rouler dedans, prendre des photos, ton chrono va pas beaucoup changer. Et à part, je pense, les frères Moraviti et quelques autres élites, et encore, ça doit être les seuls qui arrivent à courir dans le sable. Les autres marchent tous. Alors Cyril, au niveau du recrutement des coureurs, est-ce que les inscriptions sont libres ou est-ce qu'il faut passer comme un ultra comme l'UTMB par comment dire, des sésames à valider avant même de pouvoir rejoindre le Legendary? Non, du tout. C'est-à-dire que c'est complètement ouvert. Il faut juste ne pas être complètement normal. Voilà, ça c'est la condition. Moi, je dis qu'il y a deux conditions. Pas être normal et vouloir dépenser un peu d'argent parce que, hélas, nos courses ne sont pas données. J'aimerais qu'elles le soient et on pourrait demain être beaucoup moins cher, mais ça voudrait dire faire des sacrifices sur la sécurité, sur l'équipe médicale qu'on emmène, sur la tonne de matériel qu'on a au cas où, qui ne sert pas, mais qu'on a au cas où. Et ça, jamais, jamais on le fera. Patrick Baume m'a appris une chose, il avait véritablement une peur panique de la sécurité, ce qu'il l'a toujours fait, surdimensionner l'appareil de sécurité. Et au début, j'ai trouvé ça, waouh, tellement too much par rapport à tous les événements que je connaissais, mais il a raison. Il a raison parce que moi, j'aime cette sensation sur la course de se dire qu'on a une équipe médicale sur le Marathon des Sables de 60 médecins infirmiers qui sont mobilisables 24 heures sur 24 avec un matériel dernier cri, que tu peux faire un électroencéphalogramme, que tu peux faire des prises de sang avec des résultats en instantané, tu as une prise en charge héliportée toujours à disponibilité. On ne compte sur rien. Donc oui, c'est ce qui fait aussi le coût de ces machines que sont les événements. Mais pour moi, c'est vraiment très important. Donc la sélection, c'est ne pas être complètement normal dans le sens où aller se dire qu'on court dans le désert avec un sac à dos pour manger tout seul sur son petit feu, il faut être un peu spécial. Alors je n'utiliserai pas d'autres termes, tu mets ce que tu veux dans spécial, et puis avoir la capacité à dire je fais des économies et j'économise pour me payer cette petite folie. Parce que si tu veux, quand tu fais une course marquante comme le Marathon des Sables, c'est des mois de bonheur et d'entraînement, d'accord? Alors aussi peut-être de privation et d'économie, mais c'est ça qui est fantastique, parce que quand tu es au mois de novembre chez toi, qu'il pleut, qu'il fait froid, et que tu dois sortir, et que tu te dis pourquoi je fais tout ça? Moi, je n'ai jamais réussi à courir que si j'avais un objectif qui m'éclatait. Et quand tu arrives à te projeter et que tu écoutes les témoignages des gens qui ont couru dans le désert, tu peux sortir dans le froid, dans la pluie, parce que toi, tu cours pour ta course dans le désert. Donc, l'investissement dans ta course, il va te porter pendant 6 mois, 1 an de préparation. Tu vas le vivre. Et puis alors là, tu vas te rendre compte d'un effet incroyable, c'est que avec les gens que tu as rencontrés, la drogue qu'on a mis dans ton petit corps de coureur, avec toutes les émotions que tu as vécues, elle va te porter encore pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Donc, si tu veux, au regard du temps que ça va te mobiliser, qui va être mobilisé, et du plaisir et du bonheur que tu vas ressentir, l'investissement, il est dérisoire. Mais ça, tu ne t'en rendras compte qu'après. Au début, tu te dis quand même, pour un Legendary, 4 000 €, waouh. Et pour un marathon des sables, entre 1 500 et 2 500, et même plus pour la Namibie, parce que tu vois, typiquement la Namibie, ça va coûter 3 950 €.
mais le concept est encore un peu différent, c'est qu'après ta course, on va t'emmener faire un safari dans le parc national d'Etosha. Donc, on dit aux coureurs, OK, vous avez vécu vous allez vivre dans le plus vieux désert au monde, le désert du Namib. Et après ça, on va vous prendre, on vous met dans un bus, quelques heures de bus, et on vous amène voir les lions, les éléphants. Et si tu vois passer sur les réseaux le teaser sur la Namibie, c'est pas des images qu'on a trouvées dans des banques d'images, c'est les images qu'on a ramenées de notre dernier trip en Namibie. Donc c'est un truc de fou, mais moi je le dis souvent, ça doit battre votre lune de miel, enfin votre voyage de noces, pardon. Oui, c'est comme ça qu'on dit, honeymoon. T'as 11 jours hors du temps. Donc, t'es pas sur un format une semaine qui est plus aux alentours des 2 000 €. Là, t'es sur quelque chose d'énorme. Le Pérou, pareil, ça sera sur une formule 10-12 jours parce que tu vas pas traverser la planète pour juste 4 ou 5 jours de course. Donc, c'est vraiment très, très, très spécifique et on ne sélectionne pas les gens. On leur laisse le choix de lire les commentaires, de découvrir sur le site ce qu'il en est. On leur dit bien qu'il faut être préparé à ce genre d'événement. Je ne saurais trop engager les gens à se dire je fais des sorties longues en montagne. Tu vois, parce que la résilience, on l'apprend aussi. Alors les montagnards savent ça parfaitement. Quand tu es capable de prendre un sac, même chargé à 3-4 kilos, et que tu pars 10 heures dans la nature avec du dénivelé, de balader, bah, c'est l'entraînement idéal pour pouvoir boucler un marathon des sables. Après, si tu veux faire un chrono, il va falloir que tu travailles ta vitesse. Mais en tout cas, dans ta résilience étape, si tu es capable de faire ces sorties en montagne régulières, et il faut le faire avec des amis, il faut partager, parce que le but aussi, c'est quand même de faire ce sport pour faire des rencontres et partager. Ce que j'ai souvent, moi, critiqué dans l'ultra-running, c'est que quand tu fais un 100 miles, tu pars et tu vas le plus vite possible et t'es pas là pour discuter. Lors d'un ravito, tu peux échanger, mais moins tu restes, moins tu as envie d'y rester. Donc, pour le coup, sur nos courses, c'est très différent. Le but, c'est le partage. Donc, dans l'entraînement même, quand tu trouves un copain, une copine pour faire une sortie montagne ou partir un week-end, faire beaucoup de marches, bah, tu es dans le partage. Et quand tu es sur l'itinéraire du marathon des sables, ben, la même chose, le premier conseil qu'on donne aux gens, c'est quand tu as un coup de moins bien, accroche-toi au premier coureur que tu vois, parce qu'il a peut-être le même coup de moins bien, et vous allez pouvoir pendant 2-3 heures discuter, et quand vous allez voir arriver l'arche, vous allez vous dire, mais on y est déjà? Ben ouais, parce que juste j'ai discuté, et je me suis fait des amis, des machins et tout, donc c'est plutôt intéressant. Est-ce que, comme pour un coureur, Cyril, du côté maintenant de l'organisation tel que tu le vis, c'est exactement la même excitation avant la course dans cette partie coordination, organisation, jusqu'à la cerise donc du déroulement de l'épreuve en elle-même? Ou est-ce que tu as du stress en permanence à J-100, à J-200 jusqu'au jour J et J+1 avec tout ce que ça peut comprendre comme responsabilité que tu as sur les épaules solides? Là, c'est pas un sac de 3-4 kilos qui pèse sur tes épaules. Alors écoute, soyons honnêtes, si je te dis qu'on n'a pas de stress, c'est faux. On a du stress négatif par moment, parce que dans l'organisation, tu essayes de tout anticiper et tu sais que tu n'y arriveras pas. Et je dirais que le plus stressant, c'est avant, parce que pendant, on a un élixir magique qui est l'énergie des concurrents. Et en fait, tu n'aimes ce job que si tu es sensible à ce que tu vas donner, ce que tu vas recevoir auprès des concurrents. Tu leur apportes de l'énergie, mais ils t'apportent énormément aussi. Et là, il faut être honnête, ça devient juste extraordinairement motivant parce que voilà, tu es dans le partage, dans les rencontres. Alors, il y a des gens qui y sont très peu sensibles, mais dans ces cas-là, très vite, ils sortent de l'organisation et ça les branche pas du tout parce que dans ces cas-là, ils trouvent que le désert, c'est chaud, qu'il y a du sable, il y a du vent, coucher sous la tente, parce que nous, on passe une grosse partie de notre vie à coucher sous la tente et là, ça devient très désagréable. Par contre, tu prends les mêmes conditions avec du vent, de la chaleur, de l'eau chaude que tu bois en permanence et tu mets des gens qui sont là, qui sont dans l'émotion, qui sont heureux, qui te prennent dans les bras, qui parfois t'agressent parce qu'ils sont épuisés, qui le lendemain t'embrassent. Enfin, t'es dans toute la courbe émotionnelle que les gens peuvent avoir et là, ça devient juste génial. Donc, en fait, nous, on a des moments d'excitation quand t'attends, par exemple, comme c'est le cas sur le Pérou, quand t'attends des autorisations des ministères qui n'arrivent pas, tu ne sais pas pourquoi. Oui, là, on a du stress, là, on s'énerve, là, on a envie de sortir les crocs. Et puis on oublie tout une fois qu'on y est arrivé. Et ça, on va dire, c'est ce que j'appelle le stress négatif. Après, tu as le stress positif, l'excitation.
te dire que la mayonnaise va prendre. Et puis quand elle a prise, ben là, c'est une addiction totale. Parce que quand tu as devant toi 5, 600 ou 700 coureurs qui, à la soirée de gala, quand tu leur demandes s'ils ont apprécié les équipes qui les ont entourés et que tu as toute cette foule qui se lève, qui hurle et qui applaudit, là, tu te dis, j'ai le plus beau job du monde. Parce que là, les 100, 150 ou 200 personnes qui ont participé à ça pour l'organiser, tu prends une énergie de dingue et là, tu as envie de dire, ouais, j'ai envie de recommencer tout de suite. Donc, ouais, trouve un métier où tu as plein de personnes qui disent, ouais, c'est génial ce que tu fais, c'est top, merci. Ben, dans un job traditionnel, c'est rarissime. Nous, dans notre job, alors il faut bien préciser que c'est pas notre job full time, hein. Moi, si j'ai que ce job-là, je vis pas, hein. Donc, j'ai mon job et en plus, j'ai celui-là qui vient me donner tout ce bonheur et cette énergie. Et toute la difficulté pour nous, bah, c'est d'arriver à faire les deux métiers en même temps. Celui qui nous nourrit et qui nous nourrit financièrement, on va dire, et celui qui nous nourrit psychologiquement, émotionnellement. Et c'est une vraie drogue. J'aimerais ne faire que ça, mais aujourd'hui, c'est juste pas possible. Et puis, c'est bien aussi parce que on peut vite devenir addict à cela et ne faire que ça, c'est peut-être aussi se priver de tas de choses qu'on apprend aussi dans des métiers plus traditionnels, une rigueur. Et j'espère en tout cas qu'on va continuer à avoir ce mix intelligent. Quel serait ton meilleur souvenir en tant qu'organisateur de courses? Si tu devais remonter toutes les éditions auxquelles tu as participé et que tu as connues. Mon meilleur, alors c'est très complexe comme question parce que je pourrais tenir des heures sur tous les souvenirs de dingue que j'ai eus. Écoute, j'ai un souvenir qui est en deux parties qui pour moi était super intéressant. C'est que le soir d'une grande étape à Fuerteventura, je sais plus si c'était en 2018 ou en 2019, il y a un concurrent français qui passe la ligne, qui était excédé par la longueur de l'étape et qui a voulu me frapper, ce qui est rarissime, rarissime. Bon, j'avais pas de bol. En plus, il était particulièrement costaud. Il ressemblait plus à un Navy Seals qu'à autre chose. Et il est venu, il m'a insulté. Alors, bon, ça, j'arrive à le comprendre. Et puis, j'ai vu que physiquement, il voulait en découdre. Bon, c'était assez facile parce qu'il était épuisé. Donc, il a suffi que je m'écarte. Et d'autres personnes m'ont dit, mais arrête, calme-toi. Et ils l'ont emmené hurlant, gueulant dans les tentes. Et je me suis dit, waouh. J'étais dépité parce que ça te ramène à dire, mais attends, moi, je fais pas ce job pour que les gens soient dépités au point de vouloir te taper. Enfin, tu vois, c'est très, 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 très extrême. Et franchement, ça m'a gâché tout le reste de la nuit quand j'accueillais les gens. Je me disais, alors, ils vont gueuler, ils vont pas gueuler. J'ai pas fait le job. Et le lendemain matin, je revois ce mastodonte de muscles. Il me voit arriver sur le bivouac parce que très souvent, je vais sur le bivouac pour prendre des nouvelles des gens et surtout, faut être honnête, pour me nourrir de leur énergie. Et je vois ce mec qui m'arrive dessus et je me suis dit, là, ça va être chaud. Et le mec, il voit qu'à un moment, dans mes yeux, c'est le côté, il va falloir se battre. Et ce qui est complètement à des années-lumière de ce qu'on peut imaginer. Et le mec, à quelques mètres, me dit, non, 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 excuse-moi. Et il arrive à mon niveau. Et là, il fond en excuses et en larmes. Et c'est un moment de dingue. T'as un mec d'1,90 m 90 qui te dit qu'il a été en dessous de tout, il savait plus où il était, qu'il était excédé, mais que c'était pas contre toi. Et le mec, il te prend dans les bras. J'ai cru qu'il me pétait toutes les côtes et il te pleure dessus. Et c'était un moment d'émotion où j'étais vraiment complètement perdu. Il m'a fait perdre tous mes repères. Et les gens qui étaient autour, dans les tentes autour, se sont mis à applaudir. Et c'est devenu un moment où j'étais totalement paumé. Et alors ça, c'est un des moments hyper forts. Je pourrais t'en rencontrer des tas d'autres, mais celui-ci, émotionnellement, il m'a vraiment déstabilisé pendant la course. Alors sur les arrivées, souvent, t'es déstabilisé par toute l'émotion qu'il y a et c'est répétitif et c'est épuisant parce que ça t'atteint énormément et après t'es vidé. C'est une autre expérience encore. Mais là, pendant l'événement, passer du dépit en disant j'ai pas fait le job et c'est pas pour ça que je suis là à ce mec est juste adorable et il sert tellement fort que je promets que j'ai cru étouffer. Voilà, ça c'est un moment magique et c'est le premier qui me vient à l'esprit quand tu me demandes un des meilleurs. Mais après, il y a tellement d'histoires de dingue.
et que je peux même pas raconter tellement elle se dit, attends, l'autre là, il est en train de nous faire du storytelling parce que la mère et la fille qui se parlaient plus depuis 10 ans, qui se sont inscrites à une course en se disant qu'elles allaient se reparler et qui finissent dans les bras l'une de l'autre et qui recommuniquent comme si enfin, tu te dis, ça peut pas exister. Et je vais te donner une deuxième histoire qui, moi, je vais essayer de te la raconter sans être ému parce que c'est une des choses où il y a eu aucune capture vidéo de ce moment. C'était là sur le Legendary où un papa espagnol était venu avec son gamin de 16 ans qui sortait d'un cancer. D'accord, un gamin de 16 ans. Bon. Moi, hélas, je ne parle pas espagnol, mais à un moment, à la remise des prix, Patrick fait monter le papa sur scène en disant, bah voilà, moi je veux remettre un prix à ce papa qui a vécu un truc avec son fils et tout. Et puis le père parle en espagnol et personne ne comprend rien, mais il y a quand même près de 800 personnes qui sont devant, donc il y a que les gens qui parlent espagnol qui comprennent. Et moi, je suis derrière la scène et je me dis, ouais, je sais pas trop ce qui se dit. Et là, le père demande à son gamin de monter sur scène et il se passe un truc, ouais, je me l'explique toujours pas. Ce gamin de 16 ans parle en espagnol. On sent qu'il y a un truc énorme ça passe au-delà de la langue. Et à un moment, je regarde devant moi les gens. Moi, je me sens véritablement les yeux plus qu'humides et je vois devant moi que des gens qui pleurent d'émotion. Et en fait, tout le monde pleure. Les caméramans, et sachant que sur les Legendary, on a une équipe de prod de 60 personnes, tous les mecs ont posé le matos. Tout le monde est dans l'émotion et c'est tellement puissant, ce moment. Et je me souviens, j'ai un mec à côté de moi qui a posé sa caméra et je lui dis, mais filme! Ah, je peux pas. Et c'était énorme et ça a duré, c'était suspendu, c'était au milieu du désert. Et alors voilà, ça m'a marqué parce que voir 500-600 personnes qui ont les larmes aux yeux, qui regardent ce gamin sur scène, qui témoigne avec son père, qui pleure, waouh! Et là, tu te dis, et en plus, j'ai pas compris un mot de ce qui se disait. Donc là, tu te dis, ouais, on peut parler des émotions fortes, mais quand ça passe au-dessus de tout, que ça touche pas que les sensibles, que ça touche des gens ultra entraînés, durs, parce que dans la population du Legendary, je te dis pas le nombre de militaires, de machins, de gens qui sont un peu conséquents. Tu vois que tout ce petit monde pleure. Bah, ça a été un des moments qui nous ont portés. Il n'y a pas d'image de ça. J'aurais aimé qu'il y ait ce petit truc. Voilà. Donc, tu m'en as demandé une, je t'en ai raconté deux, mais désolé, ça me faisait plaisir parce que pour une fois, j'ai réussi à le dire sans que ma gorge se serre. Donc, ça, c'est pas mal. Je commence à m'habituer. Mais ça rejoint, Cyril, ce que tu disais en début d'épisode, où les personnes présentes dans le désert, dépourvues de connexion, de réseau, de tout ce qui nous entoure dans notre vie quotidienne, sont plus dans l'introspection et c'est les émotions qui vont ressortir. Et là, après une semaine, forcément que les coureurs sont peut-être plus à fleur de peau et à l'écoute de leurs émotions. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Là où tu as totalement raison, c'est que il y a un moment, on perd ce côté, tous ces filtres sociaux dans lesquels on est emballé, qu'on le veuille ou non. On redevient vraiment pur. Alors attention, une journée après en étant à l'hôtel, chacun redevient en partie ce qu'il était avant. Mais dans le désert, il y a un moment, tu sens que si tu fais pas corps les uns avec les autres, que si tu te laisses aller à ton petit égoïsme, ça va pas le faire. Et je pense que oui, t'es véritablement dans une pureté qui fait que tu peux ressentir des choses que tu aurais jamais ressenties autrement. Et c'est ça que tu viens chercher, c'est ça que tu reviens chercher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent j'en refais un, si c'est pas dans un an, c'est dans 2 ans. Et c'est ça qui est magique parce que c'est addictif comme sensation. Là, tu vois, sur les dernières semaines, j'ai enregistré donc des épisodes avec des invités. L'un m'a dit en faire son objectif majeur, c'est-à-dire que le marathon des sables est pour lui quelque chose d'important dans les années à venir. Il ne s'est pas donné forcément de date, mais il a envie de le réaliser. Et un autre, Éric Leblaché, qui a déjà fait le marathon des sables à 2 reprises, n'y reviendra pas, sauf s'il le partage avec son fils. Ça rejoint un petit peu l'histoire que tu évoquais tout à l'heure, très émouvante, mais ce côté je transmets à mon fils cette émotion par l'aventure. Ben, je pense que c'est des histoires qui pourront venir s'ajouter à celles que tu connais déjà. Ouais, et tu sais,
Moi, il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit, tu verras, cette course, elle changera ta vie. Et je vais être honnête. Quand on me disait ça, je me disais, les gars, psychologiquement, vous avez un vrai problème. Pour qu'une course change ma vie. Non, mes enfants ont changé ma vie, ma femme a changé ma vie, mais une course va jamais changer ma vie. Aujourd'hui, je dois être honnête, cette course a changé ma vie. Alors, pas dans la même proportion, soyons clairs, mais elle m'a apporté un plaisir, une émotion extraordinaire. Et comme je te le disais, j'ai envie de la partager, j'ai envie que mes amis, que ma famille, que tout ça, que tout le monde comprenne que ça reste pas le dîner de con où quand je l'explique, les gens se disent ouais, il est juste un peu perché, quoi. Non, venez dans le désert, venez découvrir ça, venez découvrir que les gens qui vous entourent dans leur regard sont juste totalement passionnés par ce qu'ils font et ce qu'ils veulent, c'est vous donner, et évidemment, recevoir, voilà. Et ça, ces échanges-là, dans la société, en tout cas, au sens large, tu le trouves plus. Si quelqu'un est trop gentil avec toi, tu te dis qu'est-ce qu'il va me demander. Si quelqu'un est agressif, tu te dis bah oui c'est normal, de toute façon on est dans un monde agressif. Dans le désert, l'agressivité n'existe plus. Tu concentres ton énergie pour justement être dans les éléments et gagner la partie. Donc cette redistribution assez magique, moi je me suis rendu compte que en parler à l'extérieur, et je le dis souvent, je dis attention quand vous allez rentrer. Vous avez des étoiles plein les yeux et vous allez vivre un vrai dépit. C'est quand vous allez en parler aux autres, les gens vont dire ouais, ouais, ok, ouais, je comprends, ouais. Mais ils peuvent pas comprendre. Tu peux comprendre quand il y a été. C'est très très difficile. Alors à des coureurs qui ont eu des expériences dans d'autres, oui, ils vont eux vont être sensibles à ça. Mais autrement, tu te retrouves vite à pouvoir en parler qu'aux gens qui ont déjà vécu cette expérience-là. Et c'est pour ça que nos blogs sont hyper actifs. C'est pour ça que quand on envoie un mailing, on a 75% de taux d'ouverture, parce que entre nous, dans la communauté Marathon des Sables, alors attention, hein, on peut la mettre dans la communauté Ultra Trail aussi, on arrive à parfaitement se comprendre. Si tu discutes avec des gens qui ont fait des ultras, on a tous eu des hallucinations, on a tous eu des moments de solitude extrême et des moments de joie intense. On s'est tous pris pour des Kenyans, même en étant à 6 ou 7 km/h, tu vois. Donc ça, on peut le partager. Mais quand en plus, tu as fait un Marathon des Sables, tu peux y passer des heures, des heures. Et moi, tu vois, j'ai rencontré la dernière fois à la sortie d'une boutique, j'avais une casquette marquée HMDS. Le gars en sortant m'a dit ah belle casquette. J'ai dit vous parlez de la casquette ou de la broderie qu'il y a dessus? Et il m'a tout de suite dit non non ça fait rêver. Il m'a dit ouais mais moi j'ai jamais osé m'y attaquer. Je suis marathonien. On a discuté 10 minutes. Je suis super heureux parce que dans une semaine, il s'est inscrit au HAF Marathon des Sables. C'est encore son nom 2023 au Maroc. Et il le fait avec sa femme. Et t'as vraiment cette connivence parce qu'il connaissait tout de la course. Il a lu des tas de choses dessus et c'est un vrai partage. Et puis c'est quelque chose que tu vas garder en toi pour des années. C'est-à-dire qu'il te faut du temps pour t'y préparer. Il faut peut-être du temps parfois aussi pour le financer. Mais moi, quand je te parle de 2009, c'était hier pour moi. Et mes deux meilleurs amis actuels, je les ai rencontrés sur le Marathon des Sables en 2009. Et c'est toujours mes meilleurs amis. On n'habite pas aux mêmes endroits, pas dans les mêmes pays. On se voit tous les mois. Donc tu vois, et c'est des gens que j'aurais pas pu rencontrer parce qu'ils sont pas de mon milieu professionnel. C'est pas mes copains de faculté. Donc voilà. Et recréer de la mixité sociale parce que on s'est rendu compte aussi qu'on vivait dans des mondes où on rencontrait grosso modo pas grand monde de nouveau. Et là, t'arrives. Et là, c'est la table d'hôte qu'on connaissait dans les siècles passés. T'arrives, t'es dans une tente, et personne ne se connaît. Donc, t'as pas à être coupable, personne ne se connaît. Donc, tout le monde se présente. T'as pas trop envie de causer au début, puis t'as pas de bol. Hein, le mec d'à côté de toi, t'apprends malencontreusement qu'il fait 2,35 au marathon. Tu te dis, ah ouais, quand même. J'aurais quand même pu trouver un petit grassouillet là qui fait un 4,50 ou à 5,15, ça m'aurait rassuré. Pas de bol, il fait 2,35. Et moi, ça a été mon cas. Le mec à côté, quand il était torse nu, je pouvais faire une dépression. J'avais même pas tous les muscles qu'il y avait dans son corps. À mon avis, on n'avait pas les mêmes. Et donc, ça t'oblige à communiquer, ça t'oblige à découvrir des gens complètement différents. Et c'est ça qui est sublime. Recréer de la mixité sociale. Alors, sans appli à la con en disant, je cherche à contacter quelqu'un qui, là, voilà, ça se passe dans le désert. Et quand en plus t'es gavé d'endorphines, quand quelqu'un te pose une question directe à laquelle tu lui dirais normalement, va te faire foutre, ben là, t'as envie de lui répondre. Et là, tu es dans un niveau de communication que moi, je n'ai que dans ces moments-là où tes filtres sociaux ont explosé et ils explosent super rapidement. Et toutes les personnes
aujourd'hui, je pense, ils le disent dans des témoignages très cool, qui disent, voilà, au début, on m'a expliqué que c'était une grande famille, j'y croyais absolument pas. Maintenant, je vous le confirme, c'est une grande famille. Et ça, c'est des mots qui sont super forts, mais c'est on ne peut plus vrai. Et t'as pas un marathonien des sables qui peut pas te dire, bah, où que j'aille dans le monde, je peux demander à un mec qui a fait le marathon des sables de mes bergers et on a un sujet qui est tout trouvé. Et voilà. Alors parfois, oui, on paraît un peu perché et peu compréhensible des autres, mais c'est exactement ça. Est-ce qu'il t'arrive, Cyril, de prendre ton plat lyophilisé et de le partager avec des coureurs sous une tente? Non. Pour des conditions déjà, des conditions sanitaires où le Covid est passé par là et effectivement, j'adore au moment des repas. Alors déjà, il faut savoir que quand on est dans l'organisation, on peut utiliser du lyophilisé qu'on a toujours, mais généralement, on a un système local qui vient nous nourrir parce que les gens de l'organisation n'ont pas le temps de faire du feu ou d'apprendre de l'eau chaude et de faire du mélange parce que on est quand même, je le dis souvent, je suis beaucoup plus fatigué en étant dans l'orga que quand j'étais coureur parce que tes amplitudes, quand t'es coureur à 19 heures ou 20 heures, tu te couches. Dans l'orga, c'est un peu, les journées font quand même une petite tendance à s'appuyer sur les 20 heures. Par contre, ce que j'aime, c'est au moment des repas, c'est aller sur le bivouac parce qu'un des plaisirs qu'on a, c'est justement, on se met au coin du feu, autour des coureurs, ils sont en train de manger et on discute avec tranquillement et c'est magique. Alors parfois ils m'offrent, parce que comme la plupart ont surchargé leur sac, ils m'offrent un morceau de saucisson, un morceau de viande des grisons. Il y a même des sauvages qui amènent des apéritifs. Hein. Il y a quand même des gens suprêmement organisés. Alors en plus avec quelques marathons des sables au compteur, ils ont un petit côté festif super sympathique. Donc je dois confesser que je prends régulièrement l'apéritif. Alors attention à des doses vraiment très faibles, mais prendre quelques gouttes de pastis au milieu du désert avec des coureurs qui l'ont porté pendant des heures, ça lui donne une valeur qui n'est pas du tout la même que quand tu es au comptoir. Et surtout que cet échange-là, il est hyper puissant parce que voilà, t'es les fesses dans le sable et donc c'est fait partie quand on n'est pas trop occupé dans l'orga. La mission de l'orga, ce qu'on appelle les gilets bleus, parce qu'on est aux couleurs bleues sur les marathons des sables et en beige sur le Legendary, c'est vraiment d'aller partager avec les uns, avec les autres. Et puis, n'oublie pas qu'il y a quand même 42 nationalités différentes sur le Marathon des Sables et sur le Legendary, 52 pays différents. Donc, tu fais un tour du monde assez simplement si tu veux avoir une info sur un prochain voyage que tu veux faire, pas très compliqué, hein. Sur 52 pays représentés, avec des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de t'expliquer, écoute, si tu viens chez moi, je t'invite, c'est pas mal. Avant de conclure notre échange sur ces coulisses du Marathon des Sables et sur ton rôle dans l'organisation, toi qui es à la tête donc de cette course, quel conseil assez simple tu pourrais donner à des personnes qui souhaitent participer soit au Marathon des Sables, soit donc à l'édition ultime The Legendary, pour bien figurer, que ce soit la taille du sac, les chaussures, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Parce que toi, tu l'as couru et tu en es l'organisateur. Je vois régulièrement ceux qui souffrent d'avoir fait les mauvais choix. Alors, pour faire des choses toutes simples, on repense sur l'entraînement. J'en parlais tout à l'heure. Faire du foncier, mais faire du lent. Beaucoup de coureurs élites le disent. Pour courir vite, faut pas passer son temps à s'entraîner à courir vite. On peut, en courant lentement, arriver à courir vite. Donc, une des bases pour moi, c'est les sorties longues en montagne avec une bande de potes pour partager et se faire des séances. Alors, je parle pas de course, hein. Je parle de marche pour des gens qui sont des coureurs. Mais faire 10-12 heures en montagne le samedi et 8 heures le dimanche, avec un sac à dos de 4-5 kilos avec son matériel minimum, même si on va à un refuge, pour moi, c'est quelque chose de super bon. Et on peut tous faire ça. Alors, je dis en montagne, mais c'est n'importe où, en forêt et tout, pour travailler son corps et sa musculature à faire du long. Parce que beaucoup de gens font des entraînements courts, de 45 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie à fond. Ils tournent à 4,30 du kilomètre et ils disent, je suis pas mal. Ouais, c'est bien, mais c'est pas dans le format, tu vas pas aller très loin avec ça, parce que quand il va faire 40 degrés, ton 4,30 du kilomètre, tu vas le tenir 2 kilomètres et puis tu vas être rouge pivoine. Donc, première chose, faire du lent et du long. Deuxième chose, avoir un entraînement régulier. Quand je dis régulier, c'est pas se mettre des charges à sortir et justement à tenir des rythmes
ou trop fort, tu t'entraînes pas pour un semi ou un marathon. Donc oui, faire des sorties tous les jours ou tous les 2 jours, faire du kilométrage, mais de façon sympathique. Et je vais même aller plus loin, ne pas hésiter à alterner marche-course pour les changements de rythme. Pourquoi? Je suis dans une dune, je marche. Derrière, je cours. Je marche, je cours. Alors, c'est très rassurant quand on trouve un rythme de course qu'on court à 8-10 dans sa ville ou à 10-12. Mais s'obliger à marcher, faire retomber ses pulses, repartir, c'est du fractionné. C'est très énervant. Mais ça donne bien l'habitude de ce que va être le désert. D'accord? Donc, c'est avoir ces séances et puis après s'amuser à sortir. OK, je peux sortir, je vais courir 3 heures. J'alterne ou j'alterne pas. Je fais des sorties longues montagnes. Ça, c'est pour le foncier et c'est pas un mois avant, c'est 6 mois ou un an avant où il faut monter en cadence et toujours monter régulièrement sa charge d'entraînement pour ne pas se blesser et savoir aussi s'écouter. Quand on part dans le désert, on part sur une course longue. Donc, on doit avoir les réflexes des montagnards. Ça sert à rien de partir comme une balle. Ceux qui sont les premiers dans les premières étapes sont généralement pas bien placés à l'arrivée. Tout se gagne, et Rachid le confirmerait, tout se gagne sur la grande étape. Si tu arrives frais, tu peux déquiller les 60 ou 80 kilomètres de la grande étape et t'en sors et t'as gagné 150 places au général. Sur le matériel, on a tous la même tendance. On a peur de manquer, on a peur d'avoir froid, on a peur d'avoir chaud, on a peur de pas avoir assez de bouffe, on a peur de tout. Donc, au finish, notre sac, il est trop gros. Donc, la base de la base sur un marathon des sables, c'est d'avoir un sac qui dépasse pas les 7-8 kilos maximum. Alors, sur le Legendary, 7-8 kilos. 6-7 kilos sur le marathon des sables, c'est le grand maximum. Il faut se dire qu'on n'a pas besoin d'autre chose que ce qu'on a sur soi. Nous, quand on ouvre les sacs au contrôle technique, on trouve 2 shorts, 5 paires de chaussettes. Et non. C'est bon. La paire de chaussettes qu'on a, donc une tenue simple de coureur pour la nuit, en fonction du pays où on va, un caleçon long, enfin un caleçon en mérinos et un dessus en mérinos. Pendant ce temps-là, la tenue du jour, elle s'aère, on remet la même le lendemain, jour de repos, on la lave, dernière étape, on est tout propre. Et donc, on est minimaliste surtout. Il faut pas oublier que sur le lyophilisé, quand on est sur les étapes, à midi, on mange une barre ou deux, mais on se nourrit très peu. On se nourrit le matin et le soir. Donc, prendre un repas matin, un repas midi, un repas soir, on se retrouve, on a trop de bouffe et on s'est trimballé 1 kilo de plus. Donc, faut être vraiment attentif sur le poids. Il faut tester son équipement avant. On voit encore, je sais pas combien de pourcents de coureurs qui arrivent avec des chaussures flambant neuves en disant, ah, mais là, j'ai pris des pompes toutes neuves, mais elles sont super, on me les a conseillées. Ben non. On peut courir avec des pompes de running ou des pompes de trail, parce que généralement, alors il y a des endroits un peu plus agressifs, le Maroc, il y a des cailloux, mais enfin même des pompes de running passent. Systématiquement mettre des guêtres, parce que véritablement le sable dans les chaussures, ou alors si on prend pas de guêtres, faut vraiment être très patient. Dès que tu as du sable dans les chaussures, tu t'arrêtes, tu vides. Bon, quand tu as des traversées de dunes, tu deviens cinglé. Donc, il faut des guêtres. Il faut pas hésiter à les ouvrir quand tu es dans une zone non sablonneuse, mais ça fait partie des choses à pas oublier. Il faut préparer ses pieds. Alors, on le fait plus ou moins, mais quand on le fait, ça change tout. Parce que un des premiers problèmes du désert, c'est les ampoules. Les ampoules, c'est la macération du pied. Donc, si tu as mis des crèmes hydratantes, alors on connaît tous les types NOC, et que tu t'alternes avec, je renforce en les traitant au jus de citron ou avec les produits, tu sais, qui durcissent les coussins de chien, qui prend dopate, machin et tout, et puis après avec de la noc pour assouplir ta peau, passer chez le podologue pour avoir des ongles nickel, avoir des chaussures qui ont à minima une pointure de plus, parce que le pied gonfle dans le désert, donc tu vas pas massacrer tes ongles. Donc l'entretien du pied, et vous trouverez tout sur les blogs, ça a du sens. Surtout, éviter les compides comme pansement. C'est génial pour quand on va à une soirée et qu'on a avec ses pompes des ampoules, mais dans le désert, avec la température, ça rentre dans la peau et là, il faut tout enlever et là, c'est pas un moment de plaisir. Donc, c'est un produit de qualité, mais qui est pas fait pour le désert. Donc, c'est le traitement d'une ampoule dans le désert, c'est super simple. Hein. C'est une seringue, on injecte de l'éosine, ça brûle pendant 4 secondes, non, 2 secondes. Très désagréable, mais ça sèche très vite et on n'a plus de problème. Donc, une fois que tu as pris des chaussures, que tu as testé, que tu connais ton équipement, que tu t'es pas chargé le dos, que tu as fait des sorties longues, que tu as testé tes plats lyophilisés avant, hein, ça veut dire que tu découvres pas
le jour de l'étape, que finalement le bœuf stroganoff, c'est dégueulasse. Il y en a qui adorent, hein, mais moi j'aime pas du tout. Où tu découvres que le riz c'est plus compliqué à faire que la purée, parce que quand tu rates du riz c'est très croustillant, quand tu rates de la purée c'est plus acceptable. Et là tu cales tes petits repas et t'es très rassuré. Donc ça prend du temps de préparer tout ça. Donc tu rentres déjà dans ton trip. Tu vas chercher les infos aujourd'hui auprès des coureurs. Donc on a une chance fantastique, c'est que ceux qui en parlent le mieux sont ceux qui l'ont couru. Donc sur les blogs, sur les forums, tu as des tas de gens qui n'ont qu'une envie, c'est de te conseiller. Et une fois que tu as fait tout ça, bah, tu arrives à être décontracté. Là, tu viens sur l'événement et tu t'en remets à l'organisation, tu te laisses porter. Et nous, on va faire le job pour que tu passes et qu'on te mette la médaille de finisher autour du cou. En résumé. Bah, je pense que là, Cyril, avec tous ces renseignements et ces coulisses de l'organisation, les coureurs sont parés pour vous rejoindre sur ces différentes éditions. Alors, alors, je vais l'appeler la petite édition avec donc 7 destinations au programme. Est-ce que vous envisagez de déployer sur d'autres pays, comme tu évoquais tout à l'heure pour l'Israël? On le voit avec la problématique, on va dire, de géopolitique, c'est compliqué. Mais est-ce que tu as en tête des évolutions vers de nouveaux déserts, encore jusque-là inexplorés? Alors, écoute, pour l'instant, on va stabiliser parce qu'on a quand même 7 destinations différentes, mais on a visité, puisque on visite énormément d'endroits dans le monde. On a plusieurs pays qui nous ont demandé de faire des courses. On pourra le faire, mais on n'y est pas. Et c'est pas pour 2024 ni pour 2025. Mais oui, on a quelques petits trésors qu'on a déjà découverts. Donc, et évidemment, les choses évolueront. Et puis, il y a des destinations qui s'avéreront peut-être ne plus pouvoir exister pour telle ou telle raison. Donc, il faut qu'on apporte ce côté fun de découverte. Mais pour le moment, on va attendre d'avoir eu une masse de témoignages sur les différentes destinations. Et puis, tu sais, on évolue aussi parce que les coureurs nous disent, hey, je suis allé à tel endroit, il y a un truc de cinglé, il faut aller voir. Alors, on a la bougeotte, on va dans tous les pays à chaque fois qu'on a une info. Il y a des pays qui parfois sont super étonnants. Bah, je vais donner un exemple. Par exemple, la Turquie, il va pas falloir se tromper, on s'appelle Marathon des Sables Cappadoce, mais il n'y a pas de sable, c'est du sable tassé, c'est du sentier. Donc, c'est le seul marathon des sables où tu n'as pas besoin de guêtre. Donc, pour ceux qui ont bouffé du sable sur X éditions, ils se disent, ben tiens, je veux un endroit de dingue complètement incroyable. Et en ça, la Cappadoce, c'est juste le seul endroit au monde à être comme ça. Mais le sable n'existe pas où il est tassé et c'est un chemin. Ça a été du sable, mais aujourd'hui, il n'y aura pas besoin de guêtre. Donc, au début, on s'est dit, ouais, mais est-ce qu'on est bien dans l'ADN du marathon des sables? Ben oui, parce que tu es dans une zone désertique incroyablement surprenante. Il y a du sable sur les côtés, mais effectivement, ton sentier, tu passes dedans. Moi, j'ai fait la grande étape. Je l'ai fait en VTT pour essayer de la faire plus vite, pour voir par là où on passait. Et puis, il y a beaucoup plus de dénivelé que dans les autres. Donc, c'est un exercice encore différent. Donc, à chaque fois qu'on trouve un endroit où on se dit, waouh, on a de l'émotion, et c'est assez simple, hein. Il suffit que ça nous touche. Et quand nos caméramans arrêtent pas de sortir les drones, tout le matos, non, non, je prends ce point-là, on sait qu'il faut qu'on soit là. Donc, on viendra développer des nouvelles destinations, mais je pense que ça arrivera en 25, 26, en fonction de la satisfaction de nos coureurs. Alors Cyril, moi j'avais une dernière question pour toi, le sportif, l'organisateur de course. Un moment où tu serais à côté de tes pompes, ça peut ressembler à quoi? Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de toutes ces activités autour du sport et de l'activité physique? Ce que j'aime faire, mon Dieu, j'adore faire alors, si on parle pas de sport, d'accord, ce que j'adore faire, bah, déjà, c'est être avec les miens. Alors, ça paraît complètement bateau, mais c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire que être avec ma femme, mes filles et ma chienne. J'adore les chiens, donc je parle chien couramment. Je peux parler des heures des chiens parce que pour moi, c'est de la magie quand tu pars t'entraîner, que tu as trouvé personne, quand tu pars avec ton chien, c'est un truc de dingue. Moi, j'ai la chance d'habiter dans la nature, donc ça, c'est un truc de dingue, mais ça me ramène quand même un peu au sport. Mais être avec les miens, découvrir des gens qui ont rien à voir
avec mes passions qui m'impressionnent tout le temps par leur vie. Je peux me passionner pour un artisan qui fait quelque chose de juste complètement incroyable. Donc être à côté de mes pompes, je sais pas, c'est peut-être ça. Je te rassure, moi mes collaborateurs me disent que même dans le cœur de mon job, je suis souvent à côté de mes pompes parce que j'essaye toujours d'imaginer ce qui va être éclatant et ce qui va surprendre tout le monde. Moi, mon job, c'est surtout ça. C'est d'essayer d'emmener les gens dans des trucs qu'ils n'ont pas toujours imaginés. Alors parfois, c'est bien qu'ils m'arrêtent, mais parfois c'est carrément fun parce que on se rend compte qu'en l'ayant fait, on prend beaucoup de plaisir. Et moi, je suis dans un job quand même où mes collaborateurs, ils ont 25, 28, 30 ans. Donc c'est juste génial parce qu'ils ont une vision qui est pas du tout la vision du vieux bouc que t'as quand t'es quinquagénaire et où tu commences à dire ouais mais c'était mieux avant. Puis alors quand tu dis le sportif, non, moi j'ai été un peu sportif puis je le suis de moins en moins parce que tu fais plein de choses et puis que tu t'en oublies un peu. Donc ça pareil, il faut que je me remette aussi parce que je trouve que dans les recos j'ai de plus en plus de mal quand je vois les zèbres avec lesquels je suis à la vitesse à laquelle ils se déplacent. Là tu dis ouais on joue plus du tout dans la même cour, donc ça me gêne. Et je trouve qu'être à côté de ces pompes, c'est aussi, pour moi, c'est le signe d'un bel équilibre, parce qu'être toujours, tu sais, droit dans ses bottes, c'est carrément inquiétant. Donc j'aime le concept même d'être à côté de ces pompes. Eh bien, merci Cyril. Et avec un petit peu d'avance, eh bien, je te souhaite une bonne édition pour ce Marathon des Sables au Maroc qui débute donc le 14 octobre. Écoute, merci surtout Sébastien de ta patience pour m'avoir écouté parce que quand tu me lances sur ces sujets-là, ça peut durer vraiment longtemps. Donc merci de ta patience et puis surtout, j'espère que les auditeurs ne m'en voudront pas trop d'avoir développé chacun des points sur lesquels tu m'as interrogé. Alors j'espère que certains auditeurs te rejoindront et pourront venir découvrir donc ces parcours, ces bivouacs et toute cette émotion que tu transmets à travers donc cette organisation du Marathon des Sables. Écoute, c'est top cool. En tout cas, si je les reçois sur les courses et qu'ils me parlent de tes magiques podcasts, je te ferai un retour en me disant, tu vois, c'est grâce à toi parce que tu as réussi à m'interviewer et je suis devenu assez convaincant. Donc, je t'en ferai un rapport détaillé. Merci Cyril. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.